Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Marlex pendu. Le résultat de l'enquête, douteux. Macron, brader nos fleurons avant fermeture. Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, Claire Dumay, Jean-Claude Nono Broquet, Am Corbeau et ce cher Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps où la liberté d'expression est menacée. Alors, comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Olivier Marlex retrouvé pendu. Oui, ce 7 juillet 2025, c'est la stupeur, la tristesse. Olivier Marlex est retrouvé pendu à son domicile. Marlex, mais c'est le pourfendeur de la corruption de la Macronie. Il ne cessait de dénoncer la cessation de nos fleurons industriels auricains. Président ou liquidateur, Olivier Marlex accuse Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron aurait bradé Alstom, Alcatel, Technip et Lafarge entre 2014 et 2016, causant perte d'emploi et de souveraineté. Alcatel, c'était 80% du trafic de l'Internet mondial via les câbles sous-marins de leur propriété. Mais vous connaissez le poudré, mentir et encore mentir. Oui, Macron a nié toute implication. Mais il a oublié quelque chose, c'est sa signature qui est en bas de toutes ces cessations puisqu'il était ministre de l'économie. Marlex ne se contentait pas de déplorer la corruption, il soutenait avec panache des actions judiciaires contre le poudré et comptait porter l'estocade en automne avec un livre, La dissolution française, la fin du macronisme. Autrement dit, sa disparition a été une divine surprise pour les Thénardier de l'Élysée. Et la presse française, la presse française, elle a décidé qu'il n'y avait rien à voir et que tous ceux qui se permettaient une autre thèse que celle officielle étaient d'horribles complotistes d'extrême droite. La routine, quoi. Et donc, pas de question. Lorsqu'on connaît d'ailleurs la servilité de tous ces journalistes, c'est presque un signe d'aveu. Il y a donc quelque chose qui cloche. Mais reprenons notre article. Donc, le fils de l'ancien ministre Alain Marlex a mis fin à ses jours, selon la thèse officielle, dans des circonstances qui restent à élucider. Ah, cette dernière phrase, c'est tout le paradoxe de la presse aux ordres. Ces journalistes ne savent strictement rien, ils n'ont enquêté sur rien, mais ils exigent que l'on croie la thèse officielle. Eh bien, voyons le résultat de l'enquête. France Info. L'enquête sur la mort du député LR Olivier Marlex le 7 juillet dernier est désormais close et a confirmé qu'il avait mis fin à ses jours par pendaison, indique mercredi 30 juillet le procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevalier, dans un communiqué. Les constatations, les examens médico-légaux, les auditions et l'analyse du téléphone portable permettent de comprendre la cause de la mort de M. Olivier Marlex. Il a mis fin à ses jours par pendaison. L'enquête est aujourd'hui clôturée, écrit le parquet dans son communiqué. Selon le procureur, la dizaine d'auditions des membres de sa famille, des proches, amis et collègues du député ont mis en évidence qu'il traversait une période de dépression aux causes multiples, sentimentales, intimes et professionnelles. Il consultait depuis quelques mois un psychiatre, s'adonnait à la course à pied de manière quotidienne et très inhabituelle, avait perdu beaucoup de poids, ajoute le parquet. Ce que l'on peut comprendre, c'est que dans ce contexte morose, l'élément déclencheur du passage à l'acte, autolyse, est une dernière conversation entretenue avec sa compagne et retrouvée lors de l'exploitation du téléphone portable de M. Marlex, termine le parquet. Non mais franchement, il se moque de nous, car enfin, à la lecture de cet article, j'ai bien une certitude. Les policiers et les magistrats ont voulu confirmer la thèse officielle qui nous a été donnée dès le 7 juillet. Car ils avancent quoi comme cause possible de sa mort? La perte de poids, la course à pied, le contexte morose, le psychiatre et la dispute avec sa compagne? Mais cela correspond à peu près à l'avis de la moitié, je dirais, des hommes de plus de 50 ans. D'autant que d'autres proches, d'autres élus, le présentaient comme très
combatif. Avec son livre, il était prêt à en découdre. Et puis, on a l'impression que les magistrats et les policiers n'ont pas posé la bonne vieille question. À qui profite le crime? Oui, cette piste n'est manifestement pas beaucoup exploitée. Et la presse nous a donné une version aussi quelque peu curieuse, très sélective. La suite, avec Sirène, Flash, nouveaux éléments du rapport d'enquête sur la mort du député Olivier Marleix. Monsieur Marleix n'était vêtu que d'un caleçon. Un téléphone portable était glissé dans le caleçon, retenu par l'élastique de celui-ci. Monsieur Marleix portait ses lunettes sur le visage. Les rigidités cadavériques permettent de fixer entre minuit, voire 2 heures du matin, la mort. Le corps d'Olivier Marleix a été découvert dans la chambre qu'il occupait habituellement, pendu à une corde attachée à une poutre située à 2,80. Les prélèvements ont attesté d'une prise récente et modérée d'alcool et aucune trace de substances toxiques, médicamenteuses ou stupéfiantes. Personne n'avait soupçonné que M. Marleix pourrait ainsi mettre fin à ses jours, affirme le procureur. Il rédigeait un livre dont le manuscrit achevé a été retrouvé dans sa voiture et voulait devenir avocat au barreau de Paris. Le rapport d'enquête, vous le connaissez. Ces derniers éléments contredisent la version officielle de France Inter, la Pravda élyséenne. Oui, personne ne comprend, personne ne pouvait prévoir. Il n'y a pas de message, pas de lettre donc, le téléphone est dans le caleçon et les lunettes sur le nez. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu, et j'ai l'impression que personne ne veut savoir. Et oui, est-ce qu'on a vraiment répondu à cette question, à qui profite le crime? Ça, on a l'impression que ni la justice, ni les policiers, ni les journalistes ne veulent se la poser. Et puis, doit-on avoir confiance en nos magistrats, en nos journalistes? Je crois y avoir un peu répondu. Tenez, on va tracer quelques parallèles avec l'affaire Olivier Duhamel. Vous en souvenez, l'affaire Olivier Duhamel? Oui, celui qui rend Emmanuel Macron et Édouard Philippe très fébriles. Nous sommes en janvier 2021. Vous en souvenez d'Olivier Duhamel? J'en ai abondamment parlé. Olivier Duhamel, c'est ce professeur de droit, journaliste sur LCI, président du très puissant Siècle. C'est le réseau qui fait les présidents de la République. Et c'est donc un des piliers essentiels de la Macronie. Le plus solide, selon certains. Et c'est lui qui a donc permis à Emmanuel Macron d'être président de la République en 2017. C'est également un courtisan avec ce genre de livre, Laurent Bigorgne, Olivier Duhamel, Macron et en même temps. Voilà, Olivier Duhamel, c'est le socialiste gauche caviar bon teint. De nombreux points communs avec les Macron. On se rappelle qu'Olivier Duhamel a agressé sexuellement son beau-fils, Victor Kouchner, 14 ans, et l'affaire fut révélée au grand jour en 2021, bien après les faits, dans la famille Grandet de la sœur de Victor, qui a écrit donc le livre, Camille Kouchner. Procès. Le verdict. Oh, comme toujours. Affaire Duhamel, l'enquête classée sans suite pour prescription. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans avait été ouverte en janvier contre le politologue, après les révélations de Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande. Vous savez ce qu'il y a de plus épouvantable dans cette histoire? C'est que tout le monde était au courant depuis fort longtemps, oui, dans les milieux autorisés, la presse, le monde universitaire, qu'Olivier Duhamel était un sale type. Affaire Olivier Duhamel. Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po Paris, démissionne. Il a annoncé qu'il quittait ses fonctions après les révélations sur le fait qu'il avait été mis au courant depuis 2 ans des accusations d'inceste portées contre Olivier Duhamel. Ce Frédéric Mion avait remplacé Richard Descoings, mort en 2012 dans une chambre d'hôtel à New York. Oui, dans des circonstances plus que bizarres. On l'a retrouvé les fesses à l'air, ligoté, complètement défoncé, sens propre et figuré, parce qu'il avait joué à des jeux sexuels extrêmement dangereux avec 2 prostituées mâles. Et c'est lui qui devait former l'élite de la France, nos énarques. Attention, ironie. Et puis, pour anecdote, Richard Descoings harcelait ses élèves à Sciences Po, et quand les parents finissaient par se plaindre, qui venait à la rescousse de Richard Descoings?
Olivier Duhamel, qui prenait sa plus belle plume pour intimider les parents. Une vraie mafia. Source Camille Kouchner. Et notre Frédéric Mion est un parent, en quelque sorte, d'Édouard Philippe. Le saviez-vous? Frédéric Mion, ancien patron de Sciences Po et le parrain d'un des enfants d'Édouard Philippe, quand je vous disais que c'était une mafia. Édouard Philippe avait un joli bras droit et un joli parrain pour son fils, ce fameux Émeric Fion. Pardon, pas de contrepétrie, Frédéric Mion. Ah, au fait, pourquoi Olivier Duhamel écrivait-il des lettres pour défendre Richard Descoings? J'ai oublié de vous le dire, il était également président du conseil de surveillance de Sciences Po. Ceci explique cela. Un tout petit monde de mafieux. Olivier Duhamel, faiseur de roi, mais également de Premier ministre. Patricia. Vous pouvez aussi ajouter Olivier Duhamel dans les personnages peu recommandables, grand ami et conseiller des Macron et de beaucoup d'autres. Il paraît que Bribri a choisi Édouard Philippe comme Premier ministre parce que c'est ce que lui a soufflé Olivier Duhamel. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui balancent, mais l'Express, oui, c'est l'Express qui envoie du lourd. Olivier Duhamel et Brigitte Macron, ce déjeuner qui fait parler. Depuis les révélations de Camille Kouchner dans son livre La famille agrandée, le nom d'Olivier Duhamel est sur toutes les lèvres. Entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017, le célèbre politologue, macroniste, pilier de la Macronie, que l'on sait plus qu'influent, aurait déjeuné avec Bribri, a révélé l'Express ce mercredi 13 janvier 2021. Et c'est à ce déjeuner qu'Olivier Duhamel a imposé Édouard Philippe. Et oui, c'est le même clan, Édouard Philippe, le jupéiste, Frédéric Mion et Olivier Duhamel. La mafia tisse sa toile. En même temps, il faut être positif, c'est très écologique tout ça. Et oui, la Macronie recycle les déchets. Vous en doutez? Macron, le « en même temps » qui est sur la couverture, à gauche, avec des lunettes, Laurent Bigorgne. Vous ne vous souvenez plus de qui est Laurent Bigorgne? C'était l'ancien président, l'ex-patron du très puissant Institut Montaigne, indispensable pour être élu président de la République. Que lui est-il arrivé à celui-là? Laurent Bigorgne, du succès au sordide, la chute d'un homme de pouvoir. Et oui, Laurent Bigorgne a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir mis un stupéfiant dans le verre de sa collaboratrice, ex-belle-sœur, on est toujours un peu en famille avec les mafias, afin de commettre une agression sexuelle. Et puis, il faudrait ajouter d'autres noms, Mimi Marchand, Xavier Niel, Borrello, Jacques Lang, Dany. Je vous renvoie d'ailleurs aux entretiens que j'ai consacrés à ces personnalités. La liste semble infinie avec Emmanuel Macron. Il les choisit avec beaucoup de soin. Alors, pourquoi tous ces exemples pour parler d'Olivier Marleix? Eh bien, que ça soit Duhamel ou Bigorgne, la justice, comment dirais-je, me semble un peu laxiste et les enquêteurs pas très curieux. Il faut ajouter l'affaire dans l'affaire. La sublime actrice Marie-France Pizier, qui refusait d'admettre les agressions de son beau-frère Olivier Duhamel et les dénoncer, a été retrouvée en 2011 au milieu de sa piscine, enchevêtrée dans une lourde chaise en fer forgé et sans eau dans les poumons. Eh bien, selon les enquêteurs, un peu comme pour Olivier Marleix, elle aurait mis fin à ses jours. Et pourtant, il y avait un sacré mobile. Marie-France Pizier était la sœur d'Evelyne Pizier, qui était mariée à Olivier Duhamel. Et Evelyne Pizier était la mère de Victor Kouchner, qui a donc été abusée par Olivier Duhamel. Donc, Marie-France et Evelyne Pizier étaient plus que des sœurs, des confidentes, inséparables. Pour la première fois, elles ne se comprennent plus. Dès qu'elle a su, pour Olivier Duhamel, Marie-France Pizier a parlé à tout le monde. Elle voulait lui faire la peau, poursuit Camille Kouchner. C'est quand même terrible parce que Marie-France Pizier était célèbre. Elle avait dû parler à des journalistes. Eh bien, pas un journaliste n'a révélé ce qu'elle savait. Et c'est Marie-France Pizier qu'on a retrouvée au fond d'une piscine. Ceux qui dérangent la mafia ne font pas de vieux os. Et la mort de Marleix arrive à un moment que l'on peut qualifier de grande baraderie.
Et il y a une raison, c'est que la Macronie est à l'agonie. Il n'y en a plus pour longtemps. Ils ont peur d'être chassés d'ici peu. Alors, ils se dépêchent de s'empiffrer avec nos bijoux de famille. Nos bijoux de famille, eh bien, ce sont nos fleurons nationaux. Oui, les vendre, vite, vite, avant d'être chassés et toucher, bien évidemment, quelques rétro-commissions. Un peu comme Cyril, un grand fonds américain va s'offrir le cloud sécurisé du français Cyril. L'éditeur lyonnais de logiciels et hébergeur de données est particulièrement bien implanté au sein des collectivités locales. On est dans l'impensable. Les États-Unis viennent d'allonger 500 millions d'euros pour prendre le contrôle du cloud souverain français Cyril Group. Toutes les données des collectivités territoriales vont passer dans leur escarcelle. Les macronards ricanent. Ils vendent la France à la découpe, à leurs donneurs d'ordre atlantistes. Leur but est bientôt atteint, livrer notre pays, pieds et poings liés, à Washington, et toucher les 30 deniers de leur trahison. Oui, il est vraiment temps de se débarrasser des macronniers. Et c'est pas fini. Certains se réveillent en furie après la vente de ce gisement vosgien à la Chine sans que personne ne soit consulté selon un expert. Quand c'est pas les atlantistes, les Chinois. L'accord secret pour l'exploration d'un gisement de thorium dans les Vosges par une entreprise chinoise soulève des questions cruciales sur la souveraineté énergétique de la France. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que ce thorium? Eh bien, le thorium peut remplacer, lorsqu'il est transformé, l'uranium. Certains spécialistes estiment que c'est l'or noir du XXIe siècle. Eh bien, on vend nos gisements à des étrangers. Trahison, trahison. Et ça n'en finit plus. Nouvelle-Calédonie, l'accord historique sur l'avenir de l'archipel au bord du naufrage. Le principal parti indépendantiste a rejeté l'accord signé le 12 juillet à Bougival, en banlieue parisienne, plongeant à nouveau l'archipel dans l'incertitude. Macron, il n'est pas bon à rien, il est mauvais à tout. Vous connaissez le plan d'Emmanuel Macron sur la Nouvelle-Calédonie. Il voulait vendre ce joyau aux indépendantistes, mais étape après étape, afin d'éviter un embrasement généralisé et que cela entache son image. Mais voilà, face au faible Macron, face à ce pitre, les indépendantistes sont en position de force. Ils font de la surenchère. Ah, Emmanuel Macron, l'homme qui voulait être craint. Ah, c'est certain, il craint. Autre liquidation, l'agriculture. Pour vous avertir tous, l'État nous prend vraiment pour des cons. Il faut savoir qu'ils sont en train de déplacer les carcasses des animaux euthanasiés en Savoie pour nous les envoyer incinérer dans le Cantal. Alors, il faut quand même savoir que chez eux, les éleveurs n'ont pas le droit de déplacer les animaux de pâture. Par contre, il n'y a aucun souci à nous les renvoyer dans le Cantal pour les faire incinérer. Donc là, franchement, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Donc je vais participer à un mouvement ce soir à 21h à la SOPA à Crosse de Montvert où devraient être incinérés les animaux. Le directeur nous a prévenu qu'il arrivait un camion vers 21h. Voilà. Donc je suis assez remonté, assez effrayé. Si l'État veut disséminer la maladie dans tout le territoire et euthanasier tous nos cheptels, ben, il a qu'à s'y prendre comme ça. Les autorités sont en train de déplacer les carcasses des animaux euthanasiés en Savoie vers le Cantal. Quel est le plan? Disséminer la maladie partout et ainsi éliminer tous nos cheptels? En tout cas, il faudrait s'y prendre comme cela. Rappelons que c'est l'Union européenne qui exige le dépeuplement total des troupeaux pour laisser la place aux produits importés du Mercosur et d'ailleurs, et aux viandes de synthèse de Bill Gates. C'est tellement monstrueux, et oui. Christian Converse, secrétaire général de la coordination rurale, appelle à la mobilisation. Abattre des bêtes saines, c'est une hérésie totale. Action juridique en cours, solidarité indispensable. La coordination rurale reste mobilisée pour défendre nos élevages, nos territoires et notre avenir. Et c'est la même chose pour la filière des fruits et légumes. Le phénomène de déproduction en France est notamment lié à une accumulation de normes, à une pression fiscale élevée et à un système de charges sociales bien plus contraignante que chez les voisins européens. À cela s'est ajoutée une approche environnementale très stricte, fondée sur une volonté d'éliminer de nombreux produits phytosanitaires.
Le résultat, certaines matières actives ont été interdites, ce qui a entraîné la disparition de filières entières. Sébastien Hérault, responsable de la section fruits et légumes à la coordination rurale. L'exemple des cerises est emblématique. Le retrait du dimitoate, même au niveau européen, a fortement affecté la production française. Pourtant, des cerises continuent d'être importées d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne ou encore de Turquie. C'est en effet très emblématique. On interdit donc ce pesticide, le dimitoate, je l'ai vérifié, c'est une bonne chose qu'il était interdit. Mais que fait-on dans le même temps? On importe des cerises qui vont être traitées avec le dimitoate. Il y avait pourtant une alternative. Bloquer l'importation des fruits et légumes traités avec ce pesticide et permettre ainsi à nos filières d'utiliser des produits moins agressifs et plus sains. Mais là, c'est interdit par l'Union européenne. Alors, on laisse crever nos paysans. On voit disparaître des filières entières. Ah, honte, honte aux escrologistes. Quant aux cerises bio, elles coûtent, je l'ai vu sur les marchés cet été, plus de 30 € le kilo. Autre liquidation, notre filière énergétique. Les gueux et alliés se structurent cet été contre le scandale de la République. 300 milliards en jeu que vous paierez. Contourner les parlementaires par tous les moyens. Des intérêts prêts à tout. La mafia de l'éolienne a essayé de faire signer les décrets de la PPE 3 en douce cet été. Et qui était à la manœuvre? Marc Ferracci. Marc Ferracci, mais c'est toujours la famille, la mafia. C'était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron et de Bribri. Oui, il a voulu donc signer les décrets sur la PPE 3. Mais face au tollé, Bayrou a reculé. Comment Matignon a stoppé in extremis la publication de la feuille de route énergétique de la France. C'est une histoire vraiment ubuesque, j'en ai souvent parlé. Tout le monde sait, et tout le monde est à peu près d'accord. On n'a plus besoin de ces éoliennes et de ces panneaux solaires. C'est une véritable catastrophe financière. Mais il y a les lobbies, il y a les sous-sous. La France produit déjà trop d'électricité, décarbonée à 95%. La quasi-totalité de l'électricité que la France produit aujourd'hui, en 2024, soit 95%, est décarbonée. La France a en outre une production d'électricité très nettement supérieure à la demande. Cette dernière n'a pas augmenté au cours des dernières années et a même légèrement baissé depuis 2017 du fait de l'amélioration de l'efficacité énergétique, ce qui est positif, ce qui l'est moins de la désindustrialisation et du gonflement des factures qui a conduit les ménages modestes à moins consommer. La France exporte, certes, mais l'électricité produite est très chère et les Français voient donc leurs factures s'envoler pour financer toute cette gabegie. Trop de renouvelables en France. Le pays jette de plus en plus d'électricité non consommée et cela ne fait même pas baisser les prix. Choc de la réalité. Nous avons prévenu. Les énergies intermittentes déstabilisent le réseau électrique français. Des champions. On jette donc de l'énergie qui a été subventionnée, qui n'est pas compétitive et qui est donc trop chère. Oui, des champions du monde. Autre liquidation, celle-là, c'est notre sécurité. Saint-André de Cubzac. Un homme tué à coups de couteau après qu'il a demandé à des fêtards de faire moins de bruit à 4 heures du matin. Il est intolérable de laisser au pouvoir les politiques qui ont conduit la France dans ce cauchemar. Avec Macron, c'est la dinguerie permanente. Comme ils ne peuvent plus rien faire, ils sont tellement ligotés par les traités, la CEDH et le reste, c'est bien, ils n'ont plus qu'une seule solution, priver les Français de leur liberté. C'est dingue. Et les médias n'en disent rien. À l'heure où vous lisez ces lignes, la France, apaisée d'Emmanuel Macron, compte des couvre-feux dans ses villes. À Nîmes, à Triel-sur-Seine, à Ville-Cresnes, Dourdan, Mézieux, Béziers, Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, Viry-Châtillon et Limoges. La situation est tellement hors de contrôle que les préfets alertent l'opinion. On a actuellement un sentiment d'impunité qui se développe chez les Algériens en situation irrégulière, qui nous pose problème. On n'arrive pas à les expulser. S'ils sont condamnés en justice et vont en prison, c'est une chose. Quand je peux les placer en CRA à la sortie de prison, je le fais.
Selon Fabienne Buccio, 60% des faits de vol avec violence, en très forte augmentation dans le Rhône, sont les faits des personnes étrangères en situation irrégulière. Et ce qui est vraiment rageant, c'est que généralement, ces délinquants sont aidés par des associations financées par l'Union européenne ou les collectivités territoriales. De la ville, elles le sont pour des associations entre guillemets dites communautaires. Un rapport de la Cour des comptes en 2016 indique que 80% des associations subventionnées par la politique de la ville le sont pour, ou en tout cas vont dans le sens justement du communautarisme. Il y a Madame la sénatrice Goulard qui a écrit un ouvrage sur comment est-ce que le terrorisme est financé grâce aux deniers publics. Donc si vous voulez, il y a une... Sabrina Medjeber. Selon un rapport de la Cour des comptes, 80% des associations subventionnées par la politique de la ville vont dans le sens du communautarisme. Et oui, quoi de mieux en effet pour liquider la France? Puis, quand vous avez mis certains élus en poste, ils vont même très loin. Éric Piolle, maire de Grenoble, il veut casser les ghettos de riches et les remplacer par des HLM. À 7 mois des élections municipales, l'élu écologiste considère que le problème de Grenoble, ce sont les ghettos de riches. Y a-t-il pas plus bel aveu que l'écologie politique est une machine à fabriquer des pauvres? Éric Piolle n'est pas un inconnu pour nous. Éric Piolle visé par une enquête, un délit de concussion reproché au maire de Grenoble. Selon le Canard enchaîné, le maire écologiste aurait augmenté le salaire d'un collaborateur qui devait, en échange, reverser en liquide une partie de cette augmentation à la première adjointe, l'actuelle députée de la France Insoumise de l'Isère, Elisa Martin. C'est quand même assez dément. Éric Piolle veut grand remplacer les Grenoblois. Plus de HLM, cela veut dire plus de trafic. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour Éric Piolle? En tous les cas, il y en a un pour Catherine Vautrin. Au lieu d'activer la saisie de l'argent des narcotrafiquants, attrapés comme en Italie, le gouvernement Bayrou veut les taxer. Cela justifie leur activité et c'est immoral en plus d'être complètement ridicule. Impôt, bientôt une CSG à 45% pour les revenus issus du trafic de stupéfiants. Et je dirais même, mon cher Philippe, complètement débile. Ils vont donc taxer des revenus non déclarés. On a hâte de voir cela. Et dire qu'ils n'arrivent même pas à imposer l'ordre dans les cités. Le Gorafi dépassé. Quant aux escrologistes, la première chose qu'ils font, c'est de vivre très loin des endroits qu'ils gèrent, un peu comme Émeric Caron. Le député de la France Insoumise, Émeric Caron, s'introduit de force dans une école pour y déposer sa fille en retard. La police dépêchée. Mais où habite-t-il, Émeric Caron? À Versailles. Émeric Caron adore le 18e arrondissement. C'est sociologiquement intéressant, dit-il. Mais il s'est fait parachuter dans une circonscription de gauche. Il ne risque pas d'y habiter. Il préfère Versailles. C'est quand même plus tranquille. Un peu comme Sandrine Rousseau. Finistère. Sandrine Rousseau souhaite acheter une maison en pleine zone agricole et suscite la colère des agriculteurs. Paradoxe de Sardine. Dites rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, puis allez vivre chez eux en espérant que cela se passe bien. Elle fait fort quand même, Sandrine Rousseau. Elle vante le métissage et va habiter en zone rurale. C'est assez clair, non? Toujours la délinquance. Alerte info, les squats version Airbnb explosent. Des locataires réservent un logement pour 2 jours, puis s'y installent, changent la serrure et refusent de partir. Le piège? Comme ils ont eu les clés légalement, la loi anti-squat ne s'applique pas. Résultat, procédure judiciaire longue, propriétaires impuissants et parfois à la rue. Oui, notamment ceux qui ont loué leur maison ou leur appartement l'été. C'est donc la grande liquidation de notre prospérité. Taxe foncière, une nouvelle augmentation de 5% est prévue pour cette année. Mais c'est du racket. La hausse est très supérieure au niveau de l'inflation et compense une très mauvaise gestion des finances publiques par les collectivités. Elles doivent baisser leurs dépenses plutôt que de matraquer fiscalement les Français. Et oui, elles pourraient par exemple couper les subventions aux associations. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que le pouvoir macroniste n'ait plus vraiment la côte. Emmanuel Macron franchit un nouveau seuil avec 15% de Français satisfaits pour son action. Il recule à son plus bas niveau depuis 2017.
Le président n'est plus qu'à 3 points du record de François Hollande, 12%. Manu, en route pour le record. Bayrou, lui, l'a battu. Seulement 11% des Français ont une opinion favorable de François Bayrou et de son action. Il devient ainsi le ministre le plus impopulaire jamais enregistré dans l'histoire des baromètres politiques. La chute est totale et les Français veulent désormais la censure. 66% des Français souhaitent la censure du gouvernement Bayrou, plus 8 points en 2 semaines. Il est clair pour les Français qu'on ne peut plus continuer avec cette génération de dirigeants, qu'on ne peut plus continuer avec cette mafia, ces menteurs, un peu comme Gérald Darmanin. La justice veut retrouver une autorité vis-à-vis des délinquants et renvoyer un message de fermeté à la société. Rachida Dati, mise en examen. Alexis Collère, mise en examen. Jean-Paul Delevoye, abus de biens sociaux. Olivier Dussault, favoritisme. Marlène Schiappa, fonds Marianne. Carl Olive, prise illégale d'intérêt. Alain Griset, dissimulation de patrimoine. Aurore Berger, parjure, etc., etc. Méfiance, illégitimité, élus corrompus. Une enquête révèle le profond malaise des Français vis-à-vis du monde politique. L'édition 2025 du baromètre de la confiance politique du Sévipol illustre l'érosion très importante du crédit qu'accordent les Français à leurs responsables politiques. Comment les choses pourraient-elles être autrement ? Tous ces macronards, tous ces UMPS ont un bilan effroyable, ne l'assument jamais et continuent de mentir. Peut-on faire pire qu'un Gérald Darmanin ? Oui, un autre macroniste. L'espoir, où est-il ? Eh bien, peut-être à l'Est. Les Européens financent une guerre qu'ils ne veulent pas pour acheter des armes qu'ils ne fabriquent pas à des Américains qui n'enverront jamais leurs fils mourir en Ukraine. L'Union européenne n'est pas une union de nations souveraines, c'est un protectorat atlantiste. Ce diagnostic, nous le défendons depuis fort longtemps et c'est repris par Alice Weidel de l'AfD, premier parti allemand, et elle prône le Germanixit. Enfin, même analyse chez Elon Musk. Alerte info, Elon Musk a appelé tous les États européens à quitter l'Union européenne. Cela détruit la démocratie en Europe. C'est factuel. Et vous avez désormais en France des économistes libéraux pro-Union européenne qui sont en train de retourner leur veste, comme François Langlais. L'Europe puissance est une chimère entretenue par les fédéralistes qui voudraient encore sauver leurs rêves. C'est le dernier stade du déni, avant l'acceptation de la réalité. L'Europe entame son siècle de l'humiliation, comme la Chine en 1842 avec la guerre des stupéfiants. Après l'accord signé avec les États-Unis de Donald Trump en Écosse, la Commission européenne court comme un canard sans tête, désorienté par la disparition du monde d'hier, estime le journaliste économique. Et même ceux qui nous ont mis dans ce pétrin participent à ce chorus, comme Michel Barnier. Pustula va devoir rendre des comptes. Michel Barnier, LR, attaque Pustula sur l'accord douanier avec Trump. Il oublie juste un petit détail, un rien. C'est le PPE, le groupe politique européen des LR, qui porte et soutient cette dernière. Et vous avez le même son de cloche chez Thierry Breton. Vexé comme un pou d'avoir été viré par Pustula, l'ex-commissaire européen à la censure, Thierry Breton balance tout sur l'accord Union européenne-USA et sur les mensonges de l'Union européenne. Le problème, c'est que la Commission européenne n'a aucun pouvoir pour décider qu'on va acheter aux États-Unis 750 milliards de dollars d'hydrocarbures. Comment on va faire pour tenir cet accord ? Quelle sera la réaction de Trump ? Bientôt des taux à 20%? Ah oui, c'est délicieux quand les eurogagas se dévorent entre eux et balancent la vérité. L'Union européenne est un fiasco, il n'y a plus de doute, sortons-en, Frexit. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy, j'ouvre mes journaux et je vois alerte, alerte à la canicule. Ça y est, elle revient. Alors, je regarde la chaîne météo, nous sommes donc le mardi 5 août et qu'est-ce que je constate ? Eh bien qu'il n'y a pas de canicule parce que les températures matinales restent de saison. Quant à l'après-midi, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une canicule. Enfin,
on a quand même trouvé un endroit où il y a de la canicule, c'est dans les studios de France Sphincter. Cet après-midi, il fera 37 degrés à Cahors, le résultat 32,6. Des gros menteurs. Là, je n'ai pas trouvé radeau, radar, bateau, à vous de me le dire. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Nous sommes là pour te ôter tous les soucis. Macron, la secte. Puisqu'ils nous embêtent avec leur Nutri-Score, leur vignette critères, leur DPE, on va faire pareil. Un petit critère qui donnera le niveau de corruption de nos hommes politiques et donc de leur légitimité à nous faire la leçon. Voici le corruptomètre. Honnête, magouilleur, arsouille, margoulin, et puis ensuite, ça descend très vite. Chez les macroniers, les critères A et B, je n'en vois pas. Quant à la LFI, c'est plutôt critère F. Scandaleux. 4 députés soutiennent publiquement l'agression d'un journaliste. Ces 4 députés sont issus des rangs de la France Insoumise et le journaliste est de droite, Éric Tecnet. Est-il besoin de le préciser ? Certains s'étonnent que dans les sondages, il y ait encore 15% de macronistes. Non, ce n'est pas vraiment étonnant. Je découvre qu'il y a des gens qui trouvent que le bouchon attaché à la bouteille est une excellente idée. Mais qui sont-ils ? Eh bien, peut-être des gens comme ça. Micro-trottoir à Paris. Zelensky, c'est un héros, un modèle, un futur chapitre dans les manuels d'histoire. 3 ans et demi de LCI, de BFM, de France Info et la magie opère. Les Français récitent la leçon bien apprise. Oui, ces fameux 15%. D'ailleurs, le héros, entre guillemets, j'en parlerai demain. Allez, avant de se quitter, bloquons tout, le nouveau mouvement qui appelle à un boycott total. Intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.